Lyon, 15 mars 2026, 15 heures tapantes. Laurent Wauquiez raccroche l'air triomphant. À l'autre bout du fil, Emmanuel Macron en personne. Un échange éclair mais lourd de conséquences. Laurent Matignon vous attend. Sébastien a jeté l'éponge. Vous seul pouvez sauver ce quinquennat du naufrage. Dans son bureau feutré de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le patron des Républicains savoure l'instant. Le moment qu'il espérait depuis une éternité semblait enfin arriver. L'opposition. Bientôt un souvenir. Le pouvoir à portée de main. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'en l'espace d'un jour, ce rêve de toute une carrière allait se transformer en cauchemar monumental et que son ascension se murait en chute libre retentissante, un effondrement politique dont les échos résonneraient longtemps. C'est fait, lança Wauquiez se retournant vers son équipe, les yeux brillants d'un mélange d'orgueil et d'adrénaline. Macron a enfin admis l'évidence, sans la droite républicaine, il ne passera pas l'hiver politique. Dans son QG lyonnais, l'atmosphère vibrait comme une salle de rédaction en pleine nuit électorale. Depuis que Lécornu avait jeté l'éponge à la surprise générale une heure plus tôt, le portable de Wauquiez ressemblait à une hotline en pleine tempête. Journalistes en panique parlementaire, fébriles cadres en alerte. Tout le monde voulait savoir comment réagissait le chef des Républicains à ce tremblement de terre institutionnel. Mais depuis ce coup de fil venu de l'Élysée, plus aucun doute n'était permis. « Camarades, lança-t-il d'un ton théâtral dans 2 jours, je prendrai mes quartiers à Matignon. » Le compte à rebours a commencé, préparer le retour du pouvoir. Impossible de parler de surprise. L'hypothèse Wauquiez n'avait rien d'une lubie de dernière minute. À 49 ans, l'ancien lieutenant de Sarkozy devenu baron incontournable d'Auvergne-Rhône-Alpes tenait fermement les rênes d'un parti qui peinait à retrouver son lustre d'antan. Sa gestion jugée rigoureuse de la crise sanitaire dans sa région lui avait offert une visibilité nationale tandis que ses critiques ciblées jamais hystériques, mais toujours acérées contre le macronisme, l'avaient imposé comme une alternative crédible, sérieuse, presque inévitable. Laurent coche toutes les cases, assurait un conseiller de l'Élysée ce soir-là. Il représente la droite dans ce qu'elle a de plus classique, de plus rassurante. Il connaît les rouages du pouvoir et surtout, il peut livrer les sièges LR qui nous manquent pour tenir à l'Assemblée. L'idée d'une fusion LR-Horizon-Renaissance flottait dans les couloirs depuis des mois. Le choc Le Pen-Mélenchon poussait le centre à se retrancher en bastion commun. Avec la sortie de scène temporaire de Lécornu, le puzzle pouvait enfin s'assembler. On va avoir enfin un gouvernement qui tient debout, lâcher un stratège macroniste avec soulagement. Plus besoin de jongler entre extrémistes à chaque vote. Il est temps que la France retrouve une majorité digne de ce nom. Les machines s'activèrent sans perdre une seconde. Wauquiez fit sonner le tocsin convocation immédiate des hauts gradés LR à Lyon. Objectif, bâtir l'ossature du futur gouvernement, fixer la ligne stratégique, affûter les éléments de langage. Il fallait orchestrer le retour au sommet comme un chef-d'œuvre de communication politique. Mes amis, lançait-il d'un ton grave mais galvanisé, nous vivons une séquence décisive. L'histoire nous tend la main. À nous de la saisir avec dignité sur la base d'un cap clair et d'un mandat incontestable. Autour de la table, l'enthousiasme se mêlait à la retenue. Chacun sentait le poids du moment. Mais tous n'étaient pas aussi sûrs du dénouement. Et si Macron se défile, osa Aurélien Pradier l'œil méfiant. Il ne peut pas reculer, trancha Wauquiez sans hésiter. Le quinquennat est suspendu à notre feu vert. Il n'a aucune alternative. Et les chiffres le confirmaient, les sondages le répétaient. Sans détour, sans l'appoint des voix LR, la majorité s'effondrait. Quant à Wauquiez, il était le seul au sein des Républicains à pouvoir faire passer cette alliance auprès des troupes sans provoquer d'implosion. Pas question de jouer les figurants, martela-t-il. On entre dans la danse en partenaire, pas en porteur d'eau. Nous exigeons des postes clés, un vrai levier sur la politique menée et le respect intégral de notre ADN idéologique. La nuit s'étira comme un marathon sans ligne d'arrivée. Dans les bureaux encore allumés de Lyon-Wauquiez et ses fidèles s'activaient sans relâche. Tout devait être prêt, nom des futurs ministres, feuilles de route du gouvernement, plan média millimétré.
Ancien patron de l'UMP, rompu aux batailles d'appareils et aux négociations d'alcôve, il gérait la manœuvre avec la précision clinique d'un maître d'échecs. « Demain, première heure, je file à Paris », annonça-t-il avec un calme olympien. « Rendez-vous à l'Élysée à 10h pétante conférence de presse commune à 15h. Et d'ici 21h, j'installe mes valises à Matignon. » Tout était chronométré au quart de tour, les communiqués de presse étaient rédigés, les rédactions prévenues, les premiers dossiers classés par ordre d'urgence. Le plan se déroulait sans accroc. C'est du grand Laurent, souffla un conseiller admiratif. On dirait qu'il est né pour ça. Sa gestion de cette transition, c'est du velours. Il rayonne. Et pour cause. Après des années à grogner dans l'opposition, à encaisser les gifles électorales et à colmater les brèches de la droite, il tenait enfin sa revanche. Le moment tant attendu. L'heure de passer des discours aux actes. Cette nomination, c'est un signal fort pour ceux qui n'ont pas renoncé à la République, lâcha-t-il au journaliste lyonnais, avant de s'envoler le regard déjà tourné vers les ors de la capitale. Le vol en direction de Paris avait des allures de victoire annoncée. À bord, Laurent Wauquiez, entouré de ses lieutenants les plus fidèles, respirait la confiance d'un homme en route vers son destin. Chacun à bord sentait que l'histoire était peut-être en train de s'écrire, ou du moins c'est ce que laissait croire l'ambiance électrisée de la cabine. Les journalistes embarqués pour couvrir ce moment historique ne manquaient pas de remarquer la posture impeccable du passager vedette, calme, concentré, chaque geste mesuré. Pas une goutte de sueur, pas un mot de trop. Zéro stress visible, confia un reporter de France Inter dans un murmure. On dirait qu'il est déjà en fonction. Et à l'atterrissage à Roissy, c'était carrément un bain de foule journalistique. Caméra en batterie micro tendu, flash en rafale. Wauquiez descendit de l'avion avec l'assurance d'un chef d'État costume sombre, impeccable, sourire calibré, regard direct. Il maîtrisait parfaitement le terrain. « Monsieur Wauquiez, quelle vision portez-vous pour cette alliance avec le président Macron ?» lança une voix au milieu de la cohue. « L'intérêt du pays passe avant tout », répondit-il sans hésiter. Les Français attendent qu'on dépasse les clivages stériles. Il est temps de les unir autour de ce qui compte vraiment. Vos priorités, si vous êtes nommé l'économie, la sécurité, et surtout recoller les morceaux d'une nation fracturée. Il faut un gouvernement qui agit pas un cabinet de communication. Chaque phrase tombait comme une déclaration officielle, chaque mot semblait peser au milligramme. Wauquiez ne répondait pas, il déroulait tel un chef de gouvernement déjà en fonction. Rien dans son attitude ne trahissait la moindre hésitation. Il connaissait les règles du jeu et manifestement, il tenait les cartes. Le 16 mars 2026 à 9h30, le voilà en route pour l'Élysée et comme tout bon prétendant au trône, il s'y présente en avance. 15 minutes d'anticipation. Un clin d'œil bien senti à l'étiquette républicaine, on ne fait pas patienter le président, surtout pas le jour où tout peut basculer. « Ah, monsieur le Premier ministre en devenir » lança un huissier en le recevant avec humour. Wauquiez lui rendit un sourire confiant, presque complice. Il avait passé la nuit à décortiquer les dossiers, à peaufiner ses arguments, à anticiper chaque angle d'attaque du chef de l'État. Rien ne devait lui échapper. Le face-à-face avec Emmanuel Macron devait durer 2 heures. À l'ordre du jour, répartition des ministères, cohérence du programme commun, feuille de route législative. Wauquiez arriva avec un épais classeur sous le bras condensé de sa nuit blanche, passé à ficeler ce plan de bataille. Le président était bluffé, glissa plus tard un conseiller de l'Élysée. Laurent avait une réponse pour tout. On aurait cru qu'il dirigeait déjà. 10 heures pile pas 1 minute de retard. Laurent Wauquiez franchit la porte du bureau présidentiel où Emmanuel Macron l'attendait. Poignée de main ferme, ambiance feutrée mais sérieuse. Pas de place pour les sourires creux ce matin-là, tout se jouait. Le futur politique de la Veuve République était littéralement posé sur la table basse entre 2 cafés tièdes. « Laurent, je suis heureux que vous ayez accepté cette mission », lança Macron avec gravité. « Le pays a besoin d'un cap, et votre expérience est une boussole fiable. C'est un privilège de pouvoir servir la République en ces heures délicates, » répondit Wauquiez avec le ton de celui qui sait que l'histoire l'écoute. Ce qui suivit ressemblait plus à une distribution de cadeaux qu'à une discussion politique. Le patron des Républicains raflait tout intérieur, c'est pour lui. Finances accordées, éducation évidemment. Tout ce qu'il demandait, il l'obtenait.
Et Macron, soulagé comme un élève qui vient de trouver le sujet d'examen qu'il avait révisé, hochait la tête prêt à signer n'importe quoi. C'était presque suspect, commentera plus tard un politologue. Un tel niveau de concession. On aurait dit que Macron achetait la paix peu importe le prix. À 11h30, tout roulait comme sur des rails. Les accords étaient ficelés, les portefeuilles quasiment attribués et Wauquiez se voyait déjà à Matignon. Sauf qu'un détail, un seul, allait faire imploser ce scénario parfait, la sonnerie du téléphone présidentiel. Macron décroche. Quelques secondes d'écoute, son teint vire au gris. « Pardon, Laurent, il faut que je prenne cet appel, dit-il en s'éclipsant la voix tendue. » Dans le salon d'à côté, Wauquiez reste imperturbable. Portable en main, il envoie ses derniers textos, ajuste les derniers éléments de communication avec ses conseillers. L'avenir est à portée de main. Mais l'appel s'éternise. Derrière la paroi vitrée, le visage du chef de l'État se ferme peu à peu. Froncement de sourcils, rictus d'inquiétude. Il se passe quelque chose. Wauquiez, lui, ne voit encore rien venir. Il flotte toujours dans sa bulle de victoire imminente, sans se douter que la pièce est en train de changer d'acte sans prévenir. Il était 11h45 quand Macron franchit à nouveau la porte. Cette fois, son visage ne trahissait plus l'assurance d'un président, en contrôle mais l'embarras d'un homme porteur de mauvaises nouvelles. « On a un souci », annonça-t-il visiblement perturbé. « Sébastien vient de me rappeler. Il revient sur sa décision. Il ne démissionne plus. Le sol se dérobait littéralement sous les pieds de Wauquiez. »« Quoi ? Il annule sa démission. Vous plaisantez, j'espère ?» ?»« Non, répondit Macron, le ton grave. Il a mûrement réfléchi cette nuit et il veut rester à son poste. »« Mais on avait un deal ? » ?»« Vous m'avez donné votre accord, protesta Wauquiez décomposé. »« Je sais, soupira Macron gêné. Mais s'il revient dans la course, je ne peux pas lui claquer la porte. Il connaît les dossiers mieux que personne. Et surtout, l'Assemblée est avec lui. » Et en une phrase, le rêve de Matignon s'était transformé en farce monumentale. La fin de l'entretien ressemblait à une scène d'accident au ralenti. Macron, mal à l'aise, tentait tant bien que mal d'amortir le choc, comme un pompier qui soufflerait sur un volcan en éruption. « Tu sais, Laurent, tenta-t-il, ce n'est qu'un report. Sébastien ne tiendra probablement pas toute la ligne droite. Ce n'est qu'une question de temps. » Mais Wauquiez livide l'interrompit net d'une voix tranchante comme la glace. « Monsieur le Président, vous venez de pulvériser ma parole publique. Expliquez-moi comment je suis censé annoncer ça à mes soutiens, à mes élus, aux médias, au pays entier. » Silence. Un froid polaire s'installa dans le bureau. Aucun mot ne pouvait rattraper ce qui venait de se produire. Lorsque Wauquiez quitta le palais, il n'était plus le prétendant triomphant qu'on attendait à Matignon. Il était l'homme évincé, le pion sacrifié. Ses ambitions venaient de se fracasser contre un mur d'opportunisme brutal. En moins d'un quart d'heure, il était passé du sommet à la chute libre sans filet. Il était entré en conquérant, il en ressortit comme un homme abattu. La sortie de l'Élysée prit des airs de procession funèbre. Les caméras qui guettaient une annonce historique captèrent à la place le silence d'un naufrage. Monsieur Wauquiez est-ce confirmé ? Un gouvernement LR Macron, c'est pour aujourd'hui ? Alors vous prenez Matignon ou non ? Les questions pleuvaient comme une mitraille, mais Wauquiez ne lâchait rien. Regard fixe, mâchoire serrée, visage impassible. Aucune déclaration pour l'instant, souffla-t-il mécaniquement avant de s'engouffrer dans sa berline. Mais derrière le masque, la tempête grondait. Son expression trahissait une colère froide, une humiliation qu'aucune formule diplomatique ne saurait maquiller. Le trajet jusqu'à l'hôtel se fit dans un silence pesant. Figé regard perdu dans l'écran de son téléphone, Wauquiez défilait les messages à toute vitesse, journalistes en quête de vérité, élus LR, désorientés collaborateurs sonnés. Il n'y avait plus de plan, plus de stratégie, juste un vide glacial. Comment mettre des mots sur une absurdité pareille ? S'interrogeait un membre du premier cercle encore sous le choc. Laurent avait le pied sur le tapis rouge prêt à entrer à Matignon. Et voilà que tout s'évapore, victime d'un caprice d'opérette signé Le Cornu. Autour de Wauquiez, le sentiment était unanime, on venait de se faire balader. Pour eux, ce n'était pas une erreur de parcours, mais une manipulation en bonne et due forme.
Lécornu n'avait jamais vraiment quitté la partie, il avait juste tiré les ficelles, déclenché une fausse alerte, fait saliver tout le monde, pour mieux réapparaître à la dernière seconde. Comme un gamin qui cache les règles du jeu et les change à volonté, c'est une gifle à la République, tenait un député LR hors de lui. On ne transforme pas le poste de Premier ministre en jouet politique. C'est une fonction, pas un levier de poker menteur. La trahison n'était pas seulement politique, elle était symbolique, et dans les couloirs des Républicains, on ne parlait plus que de ça. Plus la mise en scène avait été millimétrée, plus la chute fut brutale. Tout était prêt, équipe mobilisée, cabinet formé, interview aligné, éléments de langage peaufinés. Wauquiez n'avait rien laissé au hasard, sauf le retournement final. Et maintenant, il fallait tout effacer, tout renier, tout encaisser. À 13h tapante, le couperet tomba. Sébastien Lecornu annulait officiellement sa démission et reprenait les commandes de Matignon. L'Élysée publia un communiqué sec, froid, presque indifférent. Pas un mot pour Wauquiez. Juste un paragraphe qui sonnait comme une gifle en plein direct. Une humiliation à ciel ouvert relayée en boucle par tous les médias. Il était dévasté, raconta un membre de son entourage. Il avait misé tout son capital politique sur ce moment, et le voir s'effondrer comme un château de cartes en une matinée, c'était une claque impossible à digérer. Le rêve élyséen de Wauquiez s'était volatilisé dans le néant, et avec lui sa crédibilité, son image, sa stature. À 14h, dans un salon feutré d'un grand hôtel parisien transformé à la hâte en salle de crise, Wauquiez se tenait face à une trentaine de journalistes, caméra allumée, stylo affûté, visage fermé. Ce qui devait être la présentation d'un Premier ministre en devenir tournait désormais à l'opération survie politique. D'une voix tendue, presque tremblante, malgré l'effort pour rester digne, il lança « Le contexte a changé. Monsieur Lecornu a fait le choix de rester en fonction. Nous respectons cette décision. » Mais les médias, eux, n'étaient pas venus pour entendre de la langue de bois. Les questions claquaient comme des gifles. « Vous sentez-vous trahi, monsieur Wauquiez ?» Ce retournement de situation, c'est une manipulation ou une simple malchance. Votre parti soutient-il encore Emmanuel Macron après ça? Chaque interrogation enfonçait un peu plus le couteau dans la plaie. Wauquiez, les traits tirés, tentait de rester droit dans ses bottes, mais la scène ressemblait à un peloton d'exécution oratoire. « Nous prendrons le temps d'évaluer la situation dans les jours à venir », répondit-il en esquivant l'impact sans vraiment convaincre. La machine médiatique s'est emballée comme un cyclone. Le soir même, une avalanche de gros titres s'abattit sur Wauquiez. Les unes parlaient d'humiliation historique, de désastre stratégique, de naufrage de l'alliance LR-LRM. Pas une chaîne d'infos, pas un plateau télé n'a raté le coche. Et les caricaturistes déchaînés. Wauquiez était croqué valise à la main, figé devant les grilles fermées de Matignon, l'air penaud comme un touriste politique en errance. Le syndrome du Premier ministre fantôme ironisait un éditorialiste. 24 heures dans la peau du pouvoir et il se réveille, sans fauteuil, sans fonction, sans honneur. Mais l'humiliation publique n'était qu'un avant-goût. Le véritable massacre arriva ensuite sous forme de fuite bien placée. Peu à peu, la presse révéla que la démission de Lecornu n'en avait jamais vraiment été une. C'était une mise en scène, un bluff calibré. Il voulait tester l'Élysée, obtenir des garanties, racontait un proche du Premier ministre. Sa démission n'était qu'un levier de négociation, rien de plus. La claque pour Wauquiez fut totale. Non seulement il s'était vu fermer la porte au dernier moment, mais en plus, il avait été le pion idéal, instrument docile d'un chantage orchestré par d'autres. Laurent s'est fait balader comme un bleu soupirait un cadre LR. Lecornu l'a utilisé comme levier de pression et il est tombé dans le piège tête la première. Dans les rangs républicains, la sidération vira rapidement aux reproches. On accusait Wauquiez d'avoir manqué de flair, de lucidité, d'avoir cru naïvement aux sirènes élyséennes. Il a foncé les yeux fermés, fulminé un député. En politique, tant que rien n'est écrit noir sur blanc, c'est du vent. Pendant que le feu prenait dans la maison LR Wauquiez, s'acharnait à éteindre l'incendie de l'intérieur. Mais la fumée, elle s'échappait déjà partout. Nous avons fait ce que nous pensions, juste pour le pays, martelait-il face aux pontes du parti dans une salle où le malaise flottait comme un nuage épais. L'occasion s'était présentée, aurions-nous vraiment dû la laisser passer?
Ce serait une faute de ne pas avoir essayé. Mais les remous ne cessaient de grandir. En coulisses, la contestation s'organisait. Certains cadres ne mâchaient plus leurs mots, des militants grondaient. L'idée d'une démission de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains prenait de l'ampleur. Il est grillé. Il ne peut plus incarner quoi que ce soit, chuchota un élu à l'abri des micros. Après un fiasco pareil, comment voulez-vous qu'il continue à nous représenter? La fracture interne devenait impossible à ignorer. Les soutiens, eux, tentaient de sauver ce qui pouvait l'être. En politique, ce genre de coup tordu, ça fait partie du jeu, relativiser un fidèle. On ne peut pas tout contrôler. Mais les frondeurs, eux, n'avaient pas l'intention de le ménager. Pour eux, cet épisode révélait un vrai défaut de pilotage. Franchement, c'était du bricolage, pestait un cadre critique. Se faire piéger comme un débutant, un vrai leader ne tombe pas dans des traquenards aussi grossiers. Les chiffres ne mentent jamais et cette fois, ils frappaient fort. En l'espace de quelques jours, la popularité de Wauquiez s'était effondrée comme un château de cartes, moins 15 points. Une véritable dégringolade. Ce que les Français retenaient, l'image glaçante d'un chef de parti berné, ridiculisé, transformé en figurant d'un théâtre politique absurde. L'opinion ne pardonne jamais aux perdants, tranchait un analyste de l'IFOP. Et là, Wauquiez a payé l'addition salée de sa naïveté. 3 semaines plus tard, tentative de résurrection. Un meeting grandiose à Lyon, 2000 partisans réunis, des drapeaux qui flottent, et un Wauquiez qui tente de rallumer la flamme. Mes chers amis, reconnaissait-il devant la foule, nous avons traversé une tempête, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. L'avenir de la République peut encore s'écrire avec nous. Mais l'énergie n'y était plus. L'ambiance semblait moins électrisante, les applaudissements sonnaient mécaniques et les visages étaient moins confiants qu'avant. Le vernis s'était écaillé. Il fait comme si le crash n'avait jamais eu lieu, soufflait un militant sceptique. Mais personne n'a oublié ce désastreux feuilleton, en 3 actes, où il s'est fait rouler dans la farine. La chute ne fut pas sans conséquences. Ce qui, il y a encore quelques jours, ressemblait à une union de raison entre les macronistes et la droite classique s'était transformé en territoire miné, le climat empoisonné par la défiance. Franchement, après le coup bas infligé à Laurent, comment pourrait-on accorder de nouveau le moindre crédit à Macron, lâcher un responsable LR amer? Dans les rangs du parti présidentiel, on s'échinait à éteindre l'incendie avec des sauts de banalité. Il n'y a jamais eu de promesse ferme, assurait un ministre. Ce sont juste des circonstances qui ont évolué vite. Mais tout le monde savait que le mal était fait. Entre Renaissance et les Républicains, la fracture était béante. Le pont de confiance s'était effondré emportant toute perspective d'alliance durable. Wauquiez, désormais, était considéré comme radioactif par l'Élysée, et chez les Républicains, le souvenir de l'humiliation cuisait encore. Laurent ne digérera jamais cet affront, murmurait un analyste. Et Macron, lui, ne refera pas 2 fois la même erreur. Décembre 2026, le Congrès des Républicains battait son plein dans une ambiance électrique et amèrement nostalgique. 6 mois avaient passé depuis la débâcle de Matignon, mais les plaies, elles restaient à vif. Wauquiez, toujours à la tête du parti, se retrouvait sous le feu croisé de ses rivaux, bien décidé à précipiter sa chute. Cette histoire nous colle à la peau, soupirait un délégué. Laurent traîne cette casserole comme une ombre. Et la vraie question, c'est peut-il encore incarner une victoire? La campagne interne prit des allures de règlement de compte. À chaque discours, ses adversaires ravivaient l'humiliation de mars, l'instant où il avait failli, mais chuter. Wauquiez lui s'accrochait, même avec le recul, je referais exactement les mêmes choix. Une déclaration stoïque, mais qui sonnait creux. Le verdict ne se fit pas attendre. Au 3e tour, l'inattendu se produisit. Valérie Pécresse, revenue de ses cendres post-présidentielles, l'emportait de justesse. Une page se tourne, soufflait un journaliste en direct. Ainsi s'achevait le règne de Wauquiez. Et l'épisode de sa trahison par Lecornu, ce moment où il avait vu Matignon lui glisser entre les doigts, scellait sa chute jusqu'à lui coûter son propre fauteuil à la tête de LR. Le jour de la passation, Wauquiez monta à la tribune avec une dignité un peu forcée. « J'ai donné le meilleur de moi-même à cette famille politique », lança-t-il solennel. « Ceux qui prennent le relais feront sûrement mieux. » Mais derrière les applaudissements polis dans les couloirs, c'était une toute autre musique, soupir, murmure, regard fuyant.
Il n'a jamais vraiment digéré cette affaire, glissait un intime. Macron et Lecornu pour lui, c'est une double trahison qui ne passe pas. 2 ans plus tard, Houyer reste aux manettes de sa région Auvergne-Rhône-Alpes, fidèle à son bastion local, mais côté national rideau. Sa trajectoire a été brisée net, estime un biographe. Il grimpait, il séduisait, il rassemblait, et en 24 heures, tout s'est effondré. Pour un homme qui avait toujours cultivé le contrôle, l'épisode reste une gifle. Il évoque encore souvent ces instants, confie un collaborateur. Ce n'est pas tant la défaite qui lui pèse, c'est d'avoir été le dindon de la farce. Le plus amer, avoir perdu la main. Lui qui pensait jouer aux échecs était en fait un pion. Le monde politique parisien est un ring sans règles, soupire un ancien ministre. Et peut-être que Houyer, trop enraciné dans sa province, n'était pas taillé pour ce genre de gladiature. Pendant que Houyer pense encore les plaies de son naufrage éclair, Sébastien Lecornu, lui poursuit sa route droit au sommet. À la tête du gouvernement, il enchaîne les succès, sa pirouette politique de mars 2026, un coup de maître stratégique. Si elle a pulvérisé la carrière de Houyer, elle a dans le même temps cimenté la sienne. Faut lui reconnaître ça, ce gars sait jouer, admet même l'un de ses rivaux. C'était chirurgical. En un seul mouvement, il a fait tomber un adversaire, renforcer son propre leadership et démontrer qu'il savait tenir les rênes. Une leçon de réal politique qui sera probablement enseignée dans les amphithéâtres. 24 heures. C'est tout ce qu'il a fallu pour transformer une promesse en piège, une ascension en chute libre. Un homme y a laissé ses illusions simplement parce qu'il n'avait pas compris que la partie était pipée dès le départ. La politique, dans sa version la plus brutale, analyse froidement un expert. Et dans ce duel sans merci, c'est Houyer qui a servi de leçon. Et Lecornu qui a écrit le manuel. L'histoire dira un jour si cette opération politique relevait d'un calcul machiavélique ou d'un réflexe de survie républicaine. Mais ce qui ne fait aucun doute, c'est que Laurent Wauquiez, lui, n'en est jamais totalement revenu. Ces 24 heures de vertige sont gravées dans sa mémoire comme une brûlure au fer rouge, un moment de bascule brutale dans sa trajectoire politique. Puis presque 2 ans après le drame, un rebondissement inattendu relança la machine médiatique. Un ancien membre du cercle rapproché de l'Élysée publia ses mémoires, et le scoop était fracassant, la démission de Lecornu n'avait jamais été sincère. C'était une mise en scène, une pièce jouée pour piéger l'opposition et purger le terrain des rivaux trop pressés. J'ai servi de levier à une stratégie machiavélique, lâcha Wauquiez, lors d'un entretien avec France 2, le regard grave. Ces révélations firent l'effet d'un électrochoc. L'affaire que l'on pensait enterrée reprit vie dans l'opinion publique. Et avec elle, l'image écornée de Wauquiez se redressa lentement. Aux yeux de certains, il n'était plus l'ambitieux naïf tombé dans un piège, mais la victime d'un coup monté froidement calculé. Octobre 2027. Le silence stratégique de Houyer prit fin avec un coup d'éclat, il déposa plainte pour manipulation d'État. Les citoyens ont le droit de savoir si leur démocratie est un théâtre d'ombre. Lâcha-t-il décidé à reprendre la main après 2 longues années passées à ruminer dans l'ombre. Ce retour en force culmina lors des élections européennes. En tête de liste, Wauquiez décrocha un inattendu 18%, un score qui redonna des couleurs à sa carrière fanée. Sur le plateau télé le soir même, il lança le regard déterminé. Aujourd'hui, c'est la vérité qui gagne contre les combines. Ce résultat sonnait comme la fin d'un purgatoire politique pour l'ancien chef régional. Et à chaque prise de parole, il ramenait inlassablement le débat à mars 2026, ce moment où, selon lui, le système avait montré son vrai visage. Ce récit répétitif, mais désormais percutant, résonnait de plus en plus fort auprès d'un électorat désabusé, lassé des affaires et des secrets d'État. Un véritable retournement de situation, constatait froidement un analyste. Celui qu'on enterrait hier est devenu le symbole d'une politique trahie. Houyer de risée médiatique était passé au rang de martyr politique. Rien que ça. Et comme toujours en politique, le vent tourne vite. La remontée spectaculaire de Houyer attisait désormais toutes les hypothèses sur son avenir. Dans les dîners parisiens et les éditos du dimanche, un nom revenait avec insistance pour 2030, celui du miraculé de la droite. Son passé tumultueux, ses cicatrices visibles et cette image d'homme debout après l'humiliation.
un cocktail que l'opinion adore. Louis Malin laissait planer le doute, cultivant l'ambiguïté avec soin. On verra le moment venu, glissait-il faussement détaché à chaque relance sur une éventuelle candidature. Mais une chose était sûre, il s'activait en coulisses, bien décidé à remettre la maison LR sur pied après des années de turbulence. Son propre itinéraire, effondrement, silence, revanche, servait de métaphore vivante au redressement qu'il promettait à la droite républicaine. À croire que pour reconstruire un parti, il fallait d'abord en avoir vécu la chute personnelle. Laurence est le symbole même de la ténacité, confiait un haut responsable LR. Il a pris le pire coup possible et pourtant il est revenu plus fort. Et justement, c'est ce genre de profil que le parti cherchait désespérément, un homme capable d'encaisser, de tomber, de se relever et de transformer une claque politique en badge d'honneur. Son parcours accidenté, sa chute publique, son retour inattendu, tout cela faisait de lui un personnage plus grand que nature, une sorte de héros tragique devenu guide moral. Là où d'autres pliaient sous les trahisons, lui se relevait avec une légitimité que personne ne pouvait feindre. Mon chemin personnel reflète celui de notre famille politique, lançait-il devant une foule conquise. Ah, on nous a ridiculisés, utilisés, piétinés, mais on est encore debout plus solide que jamais. Près de 3 années se sont écoulées depuis ce fameux jour de mars 2026 où tout semblait s'écrouler pour lui en un claquement de porte à l'Élysée. Et pourtant, aujourd'hui, Laurent Wauquiez a repris place parmi les figures qui comptent sur l'échiquier politique national. L'homme que l'on pensait politiquement enterré a peu à peu reconstruit son influence pièce par pièce, discours après discours. Il lui arrive parfois dans la confidence de moments volés au tumulte de revenir sur ce chapitre brûlant. Ce jour-là m'a presque brisé. C'est sans doute le moment le plus violent de mon parcours, confie-t-il d'une voix posée. Mais c'est aussi là que j'ai compris le vrai sens de l'engagement. On ne devient solide qu'en passant par la tempête. Il ne s'en cache plus, c'est dans la douleur qu'il a retrouvé sa boussole politique. Ce n'est plus le même homme qui parlait en 2024 avec une foi candide. Laurent Wauquiez se décrit désormais comme un survivant lucide, un homme qui s'est brûlé les ailes mais qui a appris à voler autrement. Les erreurs, je les ai payées comptant, admet-il sans détour, mais elles m'ont appris. Aujourd'hui, plus question de tendre l'autre joue. Ceux qui pensent encore pouvoir m'utiliser comme un pion risquent d'être surpris. Et cette nouvelle version de lui-même commence sérieusement à inquiéter ses rivaux. Car le Wauquiez d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'avant la débâcle. Les épreuves l'ont cuirassé, le doute l'a affûté et l'humiliation l'a vacciné. Il est revenu plus stratège, plus froid, plus imprévisible. Il ne pardonne plus rien, il encaisse moins et frappe plus fort, glisse un ministre en off. On a libéré un animal politique. Depuis qu'il a pris les rênes du groupe LR au Sénat en septembre 2027, Laurent Wauquiez ne lâche plus sa proie. Chaque discours, chaque motion, chaque virgule dans un amendement semble mu par une vieille rancune comme une revanche méticuleusement préparée depuis ce fameux printemps 2026. Il règle ses comptes séance après séance, souffle un chroniqueur politique. À chaque vote, on dirait qu'il raye une dette sur son tableau de vengeance personnelle. Et c'est l'écornu bien sûr qui paie l'addition, loi après loi. Cette guérilla institutionnelle, bien que feutrée, déstabilise clairement l'exécutif. Là où le gouvernement Lecornu naviguait sans trop d'embûches au Sénat, il doit désormais affronter une meute disciplinée dirigée par un homme en mission. Wauquiez a militarisé le groupe LR, constate mi-fasciné, mi-inquiet, un sénateur de la majorité. Il dégaine des amendements comme des fléchettes empoisonnées. Et il vise juste. Le retour en force de l'opposition sénatoriale a transformé le quotidien du gouvernement Lecornu en un véritable parcours du combattant. Habitué à naviguer sans réelle opposition, le Premier ministre découvre avec une pointe d'amertume qu'un adversaire animé par la rancune peut se révéler redoutable. Sébastien commence à mesurer l'ampleur de son erreur de 2026, confie un intime. En humiliant Wauquiez, il a mis au monde un ennemi acharné. Et cette vendetta ne se limite pas au plan personnel. Chaque amendement, chaque intervention a désormais un impact concret sur la législation. Sous cette pression nouvelle, plusieurs projets majeurs du gouvernement ont été retardés, voire réécrits.
Laurent a rapidement compris que le Sénat serait son arme de reconquête, analyse un constitutionnaliste. Cette institution est devenue sa plateforme pour réapparaître dans le débat national et imposer sa présence. Et ça fonctionne média après média, analyste après analyste. Tous remarquent que Wauquiez a retrouvé son statut de poids lourd de la politique française. Son retour est parmi les plus spectaculaires de la Ve République, note un historien. Très peu de politiciens ont su transformer une humiliation publique en une revanche éclatante et durable. La résurrection politique de Wauquiez soulève inévitablement la question quel sera son prochain coup. À 52 ans, l'ancien président de région n'a rien perdu de son énergie et nombreux sont ceux qui parient qu'il n'a pas encore livré sa dernière bataille. Laurent nourrit une obsession, un compte à régler, confie un proche. Ces 24 heures de mars 2026 restent gravées dans sa mémoire. Tant que justice personnelle n'aura pas été rendue à ceux qui l'ont humilié, il ne fera pas de pause. Cette détermination brûlante pourrait bien devenir le carburant de la prochaine étape de sa carrière. Car si Wauquiez a retrouvé son poids dans l'arène politique, il n'a pas encore obtenu la réparation complète qu'il estime méritée. Le véritable règlement de compte se jouera lors de la prochaine présidentielle, prophétise un analyste. Si Laurent se lance, ce sera autant pour décrocher l'Élysée que pour restituer l'honneur qu'on lui a volé. Laurent Wauquiez porte encore les marques de ces 24 heures de mars 2026, celles qui auraient pu anéantir sa trajectoire politique. Mais aujourd'hui, ces blessures sont devenues des insignes d'honneur. L'humiliation s'est transformée en autorité, la naïveté en leçon, la chute en tremplin inattendu. Ce bref mais intense épisode restera dans les annales comme l'un des moments les plus saisissants de la politique française récente. Il rappelle combien le jeu du pouvoir peut être impitoyable, mais aussi combien la résilience humaine peut se révéler étonnante. Wauquiez en est sorti marqué certes, mais plus solide. Humilié, oui, mais renforcé. Et peut-être réside là la véritable morale en politique. Comme dans la vie, ce ne sont pas les chutes qui définissent un individu, mais la manière dont il se relève, plus déterminé et plus aguerri.